Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus pour ce numéro inaugural de l'émission 77 News, l'émission de la rétrospective sur Canal 7. Qu'aura-t-il dans ce programme? Eh bien, c'est un passage en revue des grands pics de l'actualité de la semaine qui s'achève. Nous focaliserons les événements les plus importants sur le continent et dans le monde. Pendant 77 minutes, la session d'information comprise, toute la rédaction de Canal 7 sera donc autour de moi pour décrypter, analyser, commenter et faire, s'il le faut, des prévisions sur tel ou tel événement. Le conducteur est bien achalandé ce soir car dans une poignée de minutes, nous ferons place nette à Aziz Maïga pour la principale édition de l'information du soir. Il sera dans le plateau B de Canal 7. Il fera une trentaine de minutes d'actualité et juste derrière son journal, il viendra ici nous rejoindre. Le programme, eh bien, le voilà. Nous aurons le portrait du tout nouveau président de l'Assemblée parlementaire de Tunisie. Nous ferons également un éditorial consacré à Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu à la présidence de l'UMP en France. Nous ferons focus sur la semaine de la célébration du premier anniversaire de la disparition de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Michel Épée sera sur ce plateau et présentera la revue de la presse internationale. Ensuite, le fait économique consacré à l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire. Le pays est en passe de devenir le leader mondial de la transformation. Le fait politique, lui, nous conduira au Kenya. Nous ouvrons les commentaires de Marina Mendeman et Sampero Dumba viendra parler de cela autour de l'annulation des charges de la Cour pénale internationale qui pesait sur le président Uhuru Kenyatta. Et puis il y aura un peu de sport aussi avec les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2015 qui se déroulera en Guinée équatoriale. Willy Tonangoy viendra commenter le tirage au sort qui a défini les 4 poules de cette coupe, cette compétition de football. Et puis un mot de culture dans la rubrique livre de la semaine. Nous ferons la découverte ensemble et ce sera avec Roland Djakou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Sampérode, Michel, Judith. Nous allons démarrer dans quelques instants le journal du soir, donc dans 2 minutes. Le temps pour nous de commenter cette photo qui nous arrive de New York. Vous savez, depuis le début de la semaine, il y a eu ces émeutes autour de la décision de justice qui a été rendue après la mort de Eric Garner, qui avait été tué par des policiers au cours d'une altercation. Qu'est-ce que ces photos vous inspirent, notamment ces photos de marche? Voici Eric Garner qui est immobilisé par la police sur le trottoir. Michel? Alors je pense que Mandela est à l'épreuve du pouvoir, c'est-à-dire qu'il est en but à son électorat naturel, c'est-à-dire qu'il avait espéré que toutes ces injustices qui avaient eu cours avant son arrivée à la Maison Blanche allaient prendre fin. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas, malheureusement. Tendronba. Mais ces images nous rappellent simplement que les États-Unis ne sont pas finalement ce pays de justice, de droit pour tous les citoyens. Ça nous rappelle qu'il y a encore de la ségrégation. Et ça nous rappelle surtout qu'il y a dans ce pays de la ségrégation, c'est vrai, mais il y a également un certain engagement de toutes les races pour faire un pays démocratique, un pays où tout le monde est finalement égal. Alors j'irai dans le même sens que Samporo-Nba pour dire que les États-Unis ne sont pas encore ce qu'ils disent être un pays de justice, de droit. Nous voyons comment ils se comportent vis-à-vis des peuples noirs, ce qui nous amène à se poser des questions de savoir si vraiment le peuple noir est bien aux États-Unis. Et effectivement, on remarque bien qu'il y a toujours des altercations entre les policiers blancs et les jeunes gens noirs américains. C'est un sujet sur lequel nous allons encore discuter tout à l'heure. Le temps simplement de faire place nette à Aziz Maïga qui est déjà prêt sur le plateau B de Canal 7 pour le journal de 20h.
Merci Carnot, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette principale édition du soir sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, 3 titres principaux à la une de ce journal. D'abord, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a décidé de nommer sa femme au comité central de la ZANU-PF, le parti historique. Elle devient vice-présidente de cette formation politique et se positionne comme la principale candidate à la succession de son époux. Ensuite, au Maroc, les femmes ont marché samedi à l'initiative des Nations Unies dans le cadre de la campagne dénommée « Orangez vos quartiers ». Elles réclament plus d'égalité et moins de violence. Et enfin, sport football CAN 2015, la Guinée équatoriale qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football a recruté 15 médecins cubains pour compléter le dispositif de prévention du virus Ebola. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a propulsé sa femme, Grace Mugabe, âgée de 49 ans, à la tête de la Ligue des femmes de la ZANU-PF. Elle devient de facto membre du comité central et vice-présidente du parti, ce qui fait d'elle la principale candidate à la succession du vieux président. C'est la fin d'un conflit qui opposait la première dame à Joyce Mujuru, accusée de complot et évincée de la tête de la Ligue des femmes, Samperonba. Robert Mugabe a sans surprise été reconduit à la tête de la ZANU-PF, le parti historique qu'il dirige depuis 1975. Âgé de 90 ans, l'homme a avancé dans la question de la succession après avoir éjecté Joyce Mujuru de la direction de la puissante Ligue des femmes du parti. Il semble avoir choisi le principe de la démocratie dynastique en positionnant à ses côtés son épouse qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. À côté d'elle, le ministre de la Justice, Emmerson Mnangagwa, a été nommé au comité central des gardes de ses chances. Lui aussi apparaît comme un potentiel successeur. Je ne peux pas me précipiter pour choisir des gens. Je veux prendre le temps de voir de nouveaux noms, de nouvelles personnes entrer dans le comité central. La ZANU-PF peut déjà regretter l'absence au congrès de cette semaine de Joyce Mujuru, vice-présidente du parti pendant 10 ans. Elle est désormais accusée de complot et de corruption, notamment par Grace Mugabe. Pour le plus vieux chef d'État africain, la rupture est inéluctable. Ceux qui ne sont pas ici nous ont dit au revoir. Je ne les vois pas revenir au comité central. Robert Mugabe prend une nouvelle fois le risque de la division au sein de son parti. En 2008, une crise comme celle qui semble arriver avait déjà valu au parti au pouvoir d'arriver deuxième au premier tour de la présidentielle avant que l'opposition ne déclare forfait, victime d'un déferlement de violence qui avait fait 200 morts. À l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique en Somalie, les députés ont débarqué Abdiweli Cheikh Ahmed, le premier ministre de ce pays. Ils ont adopté hier à une large majorité une motion de défiance alors qu'il était en conflit ouvert avec le président Ahmed Cheikh Mohamed, a annoncé le président de la Chambre Mohamed Osman Jawari. Commentaire d'Annie Konkassa. Le Parlement fédéral de la Somalie a accepté la motion de défiance contre Abdiweli Cheikh Ahmed, Premier ministre de ce pays. Ce sont donc 153 parlementaires qui ont voté pour évincer le Premier ministre, alors que 80 autres ont voté contre la motion. 2 députés seulement se sont abstenus pendant l'exercice. Le Premier ministre exclu du gouvernement est indexé dans les multiples dérives observées dans ce pays depuis, plongé dans le chaos livré aux milices claniques, aux groupes armés islamistes et gangs criminels. La Somalie est privée de réelle autorité centrale depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991, renversé par des chefs de guerre. L'ancien gouvernement de Abdiweli a eu de la peine, comme les précédents, à asseoir son pouvoir au-delà de Mogadiscio et sa périphérie. Malgré les défaites successives infligées par la force militaire de l'Union africaine dans le centre et le sud aux insurgés islamistes. Le Premier ministre a cependant accepté le vote tout en défendant son bilan à la tête du gouvernement. Il a dit que son administration n'a eu de cesse de poursuivre les réformes. Il a affirmé laisser derrière lui une solide fondation qui porte les espoirs et aspirations de tous les Somaliens.
Santé à présent, c'est l'ennemi invincible, foudroyant qui impose aux soigneurs des conditions de travail à la limite du supportable. Pour des humanitaires même endurcis par 20 ans de terrain, Ebola est une preuve exténuante qui malmène les émotions. Reportage de Céline Cléry de l'AFP. Des gants, un masque, une combinaison, les médecins s'équipent pour pouvoir aller soigner des malades. Ici, au centre de traitement de Kenema, l'hôpital de la Croix-Rouge compte 148 employés sierra-léonais et une douzaine d'expatriés. Les médecins venus de l'étranger sont ici pour une durée maximum de 4 à 5 semaines. Dr Joachim Gardeman est le directeur du centre. Il est pédiatre en Allemagne. Cela fait 20 ans qu'il travaille avec la Croix-Rouge. Nous sommes tous délégués pour la Croix-Rouge depuis de nombreuses années. Nous avons vécu des catastrophes naturelles, des guerres. Nous savons comment travailler dans des conditions limitées. Mais cette fois-ci, les conditions sont extrêmement difficiles. Sous un soleil de plomb, le personnel médical doit s'équiper d'une combinaison. Après 1 heure dans la zone rouge à soigner les malades, le plus difficile reste à faire, enlever sa tenue de protection infectée par Ebola sans se toucher. L'opération prend entre 15 et 20 minutes. Le personnel doit agir lentement, de manière concentrée. Pour Margie, qui est infirmière, c'est ça le plus difficile, devoir penser à sa propre sécurité avant de s'occuper du patient. Nous devons faire attention à nous avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est très important. Pensez à boire, bien mettre la tenue de protection et surtout bien l'enlever après. C'est important de faire attention à nous-mêmes. Faire attention à ne pas s'infecter avec le virus, mais aussi se protéger émotionnellement. Ebola est une épreuve exténuante pour le personnel médical. Ces infirmiers et médecins doivent faire face à la mort encore bien trop présente. Le plus difficile, gérer toutes ces personnes qui meurent. Nous sommes des êtres humains. Nous souffrons nous-mêmes en voyant la souffrance terrible de ces personnes. Et nous ne sommes pas habitués en tant que médecins, venant d'Europe ou des États-Unis, de ne pas pouvoir aider nos patients. De se dire que seulement 40% survivent. Ce qui veut dire que d'un autre côté, 60% vont mourir. Face à cette impuissance, le personnel de santé tente par tous les moyens de rendre la vie des patients un peu plus facile. En fin d'après-midi, une équipe de 4 employés sierra-léonais sont entrés dans la zone rouge pour faire de l'intendance. Mais tout à coup, les 4 ont entamé quelques pas de danse malgré la chaleur encombrante. Un moment de grâce dans un univers qui en manque beaucoup en ces jours d'Ebola. Au Maroc, les femmes ont marché hier contre les violences faites aux femmes à Rabat. C'était à l'initiative des Nations Unies qui ont lancé la campagne « Orangez vos quartiers ». Elles réclament plus d'égalité et moins de violence. Compte rendu de Samperounba. Vêtues de vêtements couleur orange, les femmes du Maroc ont répondu à l'appel de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes et l'inégalité. Orangez vos quartiers, c'est le nom de cette campagne qui a réuni dans les rues de Rabat, la capitale du royaume chérifien, des centaines de femmes. Cette manifestation orange était organisée aujourd'hui, 3 ans après la ratification de la Constitution et des années après l'avènement de ce gouvernement. Les prescriptions de la Constitution ne sont pas encore respectées et les lois censées mettre fin à la violence ne sont pas encore mises en œuvre. Ces centaines de femmes dénoncent les violences dont elles sont victimes dans les foyers. Dans ce pays qui a signé les conventions internationales qui les protègent, les femmes restent vulnérables. La mise en œuvre des textes internationaux est difficile malgré l'engagement du gouvernement marocain. La campagne « Orangez vos quartiers » qui a débuté le 25 novembre dernier se terminera le 10 décembre prochain. Hors du continent africain, l'Iran espère relancer son industrie automobile. Le marché automobile iranien, délaissé par les constructeurs étrangers en raison des sanctions liées au dossier du nucléaire, leur ouvre de nouveau ses portes. Mais Téhéran entend désormais imposer ses conditions. Reportage de Quentin Leboucher de l'AFP. Conférence internationale de l'industrie automobile à Téhéran. C'est la 2e année qu'une telle rencontre se fait en Iran, un pays sous sanctions économiques à cause de son programme nucléaire. Les négociations diplomatiques sont en cours et pourraient mener vers une réouverture du pays. Les entreprises étrangères préparent déjà leur retour et PSA Peugeot Citroën est en ligne de front. Nous avons déjà eu des discussions intenses avec notre partenaire Iran Khodro et nous avons la volonté forte
de créer une co-entreprise en Iran, couvrant toute la chaîne de l'industrie automobile et introduisant de nouveaux produits et de nouvelles technologies en Iran dès que possible. Le marché iranien est l'un des plus grands du Moyen-Orient avec 77 millions d'habitants. Il a été sévèrement touché depuis 2012 par un embargo bancaire européen et américain empêchant les transferts internationaux. La production de voitures a chuté de 50% entre 2011 et 2013. Mais Iran Khodro, leader du marché, est confiant sur l'avenir. La production actuelle se fait sans aide de partenaires étrangers. Après la réduction de ces 2 dernières années, la production reprend. Nous avons atteint nos vraies capacités. Notre objectif pour cette année est une production de 600 000 voitures de différents modèles. Iran Khodro est leader avec 54% des parts du marché grâce à une exclusivité accordée avec l'entreprise Saipa par le gouvernement. Une situation que dénonce la concurrence. Si les entreprises privées veulent concurrencer ces entreprises, elles doivent pouvoir pénétrer ce secteur. L'exclusivité du gouvernement devrait être divisée en différents segments. Nous pouvons le faire, nous avons les capacités de concurrencer Iran Khodro et Saipa. Tout dépend maintenant des négociations sur le nucléaire. L'objectif pour le gouvernement serait alors de produire 3 millions de voitures en 2020. Enfin, sport football, Cannes 2015, la Guinée équatoriale qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football a recruté 15 médecins cubains pour compléter le dispositif de prévention du virus Ebola. Les précisions avec Mamadou Niang. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Guinée équatoriale prend toutes les dispositions pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Un comité de vigilance est à pied d'œuvre pour appliquer les dispositions de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé le vice-premier ministre équato-guinéen. La Guinée équatoriale est en train de prendre les dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans notre pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que la prévention soit l'activité forte du Comité national de vigilance en Guinée équatoriale. C'est dans cette optique que 15 médecins cubains ont été recrutés pour appuyer le travail de prévention mis en place par les autorités équato-guinéennes. Le président de la République a tuvo una visita el pasado mes de septiembre en La Habana. Le président de la République a visité la Havane en septembre dernier. Et bien qu'on ne nous avait pas promis qu'on serait les hôtes de la Cannes, après avoir participé à la session annuelle des Nations Unies, son Excellence est parti à Cuba et comme le thème d'Ebola faisait la une partout, il a profité de son voyage pour embaucher 15 médecins pour travailler dans le pays dans le cadre de la prévention du syndrome Ebola. Comme on le constate, toutes les mesures préventives sont en train d'être prises par les autorités équato-guinéennes pour que le virus Ebola, cause de près de 7000 morts, ne vienne assombrir le déroulement de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce journal est à présent terminé, mais avant, le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. D'abord, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a décidé de nommer sa femme au comité central de la ZANU-PF, le parti historique. Elle devient vice-présidente de cette formation politique et se positionne comme la principale candidate à la succession de son époux. Ensuite, au Maroc, les femmes ont marché samedi dernier à l'initiative des Nations Unies dans le cadre de la campagne dénommée « Orangez vos quartiers ». Elles réclament plus d'égalité et moins de violence. Enfin, sport football Cannes 2015, la Guinée équatoriale qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football a recruté 15 médecins cubains pour compléter le dispositif de prévention du virus Ebola. À l'instant, Mamadou Niang nous donnait les précisions. Voilà qui met un terme à cette édition sur votre chaîne Canal 7. Merci de nous avoir suivis. Retenez qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. En tout cas, c'est ce qu'a fini par reconnaître l'un des plus grands écrivains français de tous les temps, j'ai nommé Pierre Corneille. Direction le plateau A pour la suite, tout de suite et maintenant, de votre tout premier numéro de 77 News avec Arnaud Atomo-Mengue et toute l'équipe de la rédaction de Canal 7. A tout de suite.
Voilà, nous sortons de l'édition de l'information de 20h ce dimanche. Aziz Maïga, je vous le disais, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Aziz, bonsoir, une fois encore. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler de cette élection, de cette désignation du président de l'Assemblée parlementaire tunisienne qui vient d'être donc élu au perchoir de cette Assemblée, ce qu'on appelle dans certains pays de la sous-région d'Afrique centrale les assemblées nationales. Eh bien, ce président vient d'être désigné en Tunisie. Le premier parlement démocratiquement élu était donc réuni pour désigner celui parmi les députés qui occuperait le perchoir. Selon liste, le candidat de Nida Tounes, Mohamed Ennasser, a été donc plébiscité par ses pairs. Question qui vous vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir qui est ce monsieur. Eh bien, suivez ce reportage d'Aziz Maïga et nous reviendrons sur ce plateau pour en parler. Né le 21 mars 1934 à El Jem, une ville tunisienne située au port de la région du Sahel, Mohamed Ennasser est un homme politique tunisien. Docteur en droit social formé à la Sorbonne à Paris, c'est dans ce domaine qu'il fera l'essentiel de sa carrière politique. Il a débuté sa carrière en 1973 et 1914 comme commissaire général de l'Office des travailleurs tunisiens à l'étranger. De 1991 à 1996, il dirigea la mission permanente de la Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Ministre des Affaires sociales à 2 reprises sous Bourguiba, père de l'indépendance tunisienne dans les années 70 et 80, il a aussi été le fondateur d'une revue et d'une association consacrée au droit social. Auditeur social et consultant international à partir de 2000, il devient 5 ans plus tard coordinateur des activités du Pacte mondial en Tunisie, mais aussi président fondateur du Festival international de musique symphonique d'El Jem. À la faveur de la révolution de janvier 2011, il endossa une fois de plus le portefeuille des affaires sociales, mais cette fois dans l'équipe du Premier ministre Bédi Caïb Essebsi, lequel organisa les élections qui débouchèrent à l'élection de l'Assemblée nationale constituante de l'après-Ben Ali. Âgé de 80 ans aujourd'hui, Mohamed Ennasser, issu du parti anti-islamiste Nida Tounes, est désormais le président de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien. Seul candidat en lice à ce poste, il a reçu les voix de 174 élus sur les 214 présents à cette séance plénière. Michel Épée-Samperon, on a tous quand même été témoins de cette révolution en Tunisie il y a quelques années. Et on remarque que ce sont les seniors qui occupent les avant-postes aujourd'hui, alors que c'est une révolution qui a été faite par les jeunes. On se souvient bien de ce jeune marchand qui a déclenché cette révolution dans le pays. Alors comment expliquer que ce soit des seniors qui sont toujours aux commandes du pays aujourd'hui? Oui, car certains parlent d'une usurpation de la révolution qui a été déclenchée par les jeunes. Les jeunes ne sont pas allés voter notamment lors du premier tour de la présidentielle, même pendant les législatives, parce qu'ils estiment que leur révolution leur a été volée. Aujourd'hui, la Tunisie est en train d'être dirigée, ou du moins sera dirigée certainement pendant les 4-5 prochaines années, par un couple de vieillards, excusez-moi, Béji Caïd Essebsi, qui a 88 ans. Qui est en bonne place. Qui est en bonne place pour remporter l'élection du 28 décembre prochain. Et voilà le président de l'Assemblée parlementaire qui a 80 ans, 2 vieillards qui ont été aux côtés de Bourguiba, qui ont été aux côtés de Ben Ali. Ce n'est pas des hommes nouveaux, alors que ce que les jeunes avaient voulu en déclenchant le printemps arabe en Tunisie, c'était effectivement avoir des jeunes, mais aujourd'hui, ce sont des vieillards qui dirigent et ce sont des vieillards qui reprennent en main la Tunisie. Michel? Écoutez, je vais dire simplement qu'il y a 2 options possibles dans ce type de situation. On remarque dans un premier temps qu'il y a une vague qui apporte des utopies, c'est-à-dire que c'est les jeunes dont vous avez fait allusion, et puis il y en a qui font de la politique. Et force est donc de remarquer que les vieux biscards du Nord-Esto sont de retour, c'est des anciens compagnons d'Abi Bourguiba, et c'est à dire qu'effectivement, quand on est en proie au doute dans une société, on a peut-être besoin de se référer à des anciens. Et donc c'est la sagesse qui devrait primer.
Je constate les faits, je les commente. Alors, Aziz Maïga, pourquoi avoir choisi ce thème, ce monsieur pour faire le portrait de la semaine? Alors, j'ai choisi Mohamed Ennaceur pour 3 raisons. Tout d'abord parce que dans ce reportage, je voulais rendre hommage à la Tunisie, hier considérée comme le berceau du printemps arabe. La Tunisie est considérée aujourd'hui comme l'espoir du printemps arabe. La deuxième raison est tout simplement parce qu'il faut saluer la démocratie qui essaie de prendre corps en Tunisie. On se rappelle qu'au moment où nous parlons de cet espoir du printemps arabe, il y a encore du chaos qui règne en Libye, en Syrie pour ne citer que cela. Et ensuite, pour rendre aussi hommage au tout premier président de l'Assemblée constituante, l'Assemblée des représentants du peuple tunisien, qui n'est autre que Mohamed Ennaceur, qui rentre ainsi dans l'histoire de la Tunisie. Alors, est-il l'homme de la situation? Alors, dire qu'il est l'homme de la situation, c'est peut-être trop dire. Mais ici, nous sommes en face d'un docteur en droit social. Et certains diront que le maçon est jugé au pied du mur, d'autres diront que la vieille marmite prépare toujours la bonne sauce. Mais ici, nous sommes en face d'un docteur en droit qui a su faire ses classes sur le plan national. Il a été ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires sociales au temps de Bourguiba. Et aujourd'hui, il revient, il surgit. C'est qu'il a certainement une expérience à donner à la jeunesse. Il a 80 ans quand même, il faut le faire. Judith Koendo, vous accepteriez qu'un pays soit dirigé par un vieillard, il faut le dire, de 80 ans? Disons que, comme disait Aziz, on mesure le maçon au pied du mur, attendant de voir ce qu'il est capable de donner. Mais non, on ne peut pas le juger. Moi, je ne le jugerai pas par rapport à son âge. Mais justement, les plus grandes démocraties aujourd'hui sont dirigées de plus en plus par les jeunes. Regardez aux États-Unis, Barack Obama, il a quel âge? En France, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, ils ont quel âge? En Allemagne, ils ont quel âge? Donc, si on veut faire de la démocratie, à notre époque, avec les réalités qui s'imposent, il faut des hommes jeunes. Et Ama Hamadi, à mon sens, en Tunisie, était certainement le candidat des jeunes, était certainement celui qui pouvait porter au mieux l'espoir, et c'était certainement celui qui pouvait faire le mieux, l'unanimité, parce qu'il a 52 ans, il a un mi-chemin entre la jeunesse qui a déclenché le printemps arabe et ces vieilles personnes qui, au fond, n'ont fait que manger dans les assiettes de Bourguiba et de Ben Ali. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on peut prévoir par rapport à ce scrutin qui se déroulera le 28 décembre, c'est ça la date précise, 28 décembre. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour ce scrutin? Est-ce que le président actuel, Monsef Marzouki, a toutes ses chances pour l'emporter? Écoutez, ce qui semble se dessiner le 28 décembre, c'est que le candidat de Lida Toussaint, qui est un comblement électoral, c'est-à-dire qu'il a ratissé seulement l'âge, qu'effectivement il est arrivé en tête en dépit des handicaps qui étaient les siens. Alors, il me semble aussi que Monsef Marzouki a été usé par 3 années de transition et qui sort extrêmement affaibli. Bon, mais qui d'entre nous peut dire d'où sortiront, ce que les urnes diront le 28 décembre? Je pense que ce serait préjuger un peu de ce que les Tunisiens décideront ce jour-là. Bien malin qui pourrait prévoir la suite de ce que les Tunisiens attendent donc le 28 décembre prochain. L'édito de cette émission consacrée à Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu donc président de l'UMP, il sera bien obligé d'avoir le triomphe modeste malgré son élection à la présidence de l'UMP. Ce n'est malheureusement pas l'ancien président qui est sorti vainqueur de cette consultation interne au parti. Vous l'aurez compris, les 65% de Sarkozy auront été bien en deçà du plébiscite qu'avaient prédit ses partisans pour marquer son retour dans l'arène politique française. Contre toute attente, c'est son ancien ministre Bruno Le Maire, dont le score de 30% a été honorable et aura forcé l'admiration de la classe politique et qui en est sorti vainqueur, ce qui conforte l'idée de l'organisation d'une primaire à l'UMP pour 2017. Sarkozy n'a pas tué le match, comme on dit. Il va donc devoir tout reconstruire pour faire de son parti la machine de guerre dont il a besoin
pour servir ses ambitions présidentielles. D'emblée, le nouveau président de l'UMP se voit contraint de faire profil bas, de porter le masque de Zorro et de s'opposer à un rassembleur. De ce point de vue, Sarkozy joue à la perfection sa comédie et jette 3 fois la poudre aux yeux des observateurs. D'abord, en conviant à une prise de contact tous les ténors du parti, jusque-y compris ses adversaires les plus farouches que sont François Fillon et Alain Juppé. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que Nicolas Sarkozy a douté de la compétence de certains cadres de l'UMP. En réalité, Sarkozy trouve là le meilleur moyen d'endormir ses adversaires et de mieux les tuer, politiquement j'entends, lorsqu'ils seront endormis. Ensuite, le tout nouveau patron de l'UMP rembourse plus de 363 000 € à son parti. Il s'agit des pénalités qui lui avaient été à lui infligées en raison du rejet de ses comptes de campagne en 2012. L'UMP les avait alors prises en charge, non sans faire la grimace. Des voix s'étaient en effet élevées avant l'été, notamment dans les rangs fillonistes, pour s'interroger sur la validité du paiement d'une telle dette par l'UMP. Ces fameuses pénalités qui auraient dû être acquittées personnellement par l'ex-candidat à la présidentielle. Cela avait justifié l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de confiance, complicité et recel. En fait, Nicolas Sarkozy avait trop dépensé durant sa campagne. Le geste purement politique de Sarko vise donc à éteindre la polémique qu'auraient pu entretenir ses adversaires. Cependant, le remboursement de la somme ne met pas un terme à la procédure. Enfin, la nomination à la vice-présidence de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Laurent Wauquiez au secrétariat général du parti. La première est viscéralement droitière, le second, lui, est résolument centriste, 2 lignes littéralement opposées qui risquent de ne pas faire bon ménage à la tête de l'exécutif de l'UMP. De la pure cosmétique réalisée par le nouveau patron de l'UMP qui semble s'être contraint à prendre tout sur lui dans un premier temps avant de laisser beaucoup plus tard tomber le masque de Zorro. Dans tous les cas, désormais, à gauche, on sait sur qui taper. La droite a un nouveau visage, avec ou sans masque, Nicolas Sarkozy. C'est donc l'éditorial Réaction, sans pérode. Michel? Non mais Michel, je te laisse. Vous avez bien fait de ne pas avoir Uriel Abaga sur ce plateau. Non, mais Uriel sera là, il pourra toujours rebondir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette élection de Nicolas Sarkozy? Parce qu'effectivement, on sait comment Nicolas est sorti de l'arène politique en France après l'élection de François Hollande. Il avait bien dit qu'il se mettait en retrait. Alors moi je voudrais nuancer quelque peu vos propos Carnot pour 2 raisons. La première, c'est que le parti gaulliste n'avait pas de chef et subitement Nicolas Sarkozy est arrivé. Aujourd'hui, la droite est incarnée par un chef qui portait des espérances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à votre éditorial, c'est qu'on ne peut pas préjuger de ce que sera demain, dans la mesure où, effectivement, Nicolas Sarkozy fait un pari pour le moins périlleux. C'est-à-dire qu'il est parti, comme vous l'avez dit, par la petite porte. Il revient par la grande porte. Et je pense que ce sera intéressant de voir dans les mois qui suivent comment il va structurer son chemin et comment il va se mettre en scène. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sans pérode. Oui, très peu ont cru en Nicolas Sarkozy quand il a dit qu'il se retirait de la politique. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie pour la politique, pour être chef, pour être une autorité. Et son retour sur la scène politique était, pour ma part, assez évidente. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il lui fallait effectivement une plateforme ou un espace pour s'exprimer, pour faire de la politique professionnellement comme il a toujours aimé. Et à mon avis, je pense que la présence de l'UMP était cet espace-là, cette plateforme-là. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il va tenir jusqu'en 2017 face à Juppé, face à Fillon, qui ont encore, qui sont ses plus grands adversaires au sein du parti et qui ne vont pas hésiter à lui mettre quelques bâtons dans les roues d'ici 2017, quoi. Sans compter la machine judiciaire, qui n'a pas Sans encore compter la machine judiciaire. Aziz Maïga. Vous l'avez aussi souligné dans votre test en disant que Sarkozy n'a pas tué le match. Alors c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai que Sarkozy n'a pas encore tué le match. Mais ce qu'il faut déjà souligner ici, c'est que Sarkozy était sorti par la petite porte, mais aujourd'hui il revient par la grande porte. Il revient par la grande porte et les élections, les futures élections, certainement seront vraiment compliquées parce que Sarkozy, en revenant dans l'arène politique française,
a certainement des atouts à faire valoir. 65% pour moi, ce n'est pas la grande porte, excusez-moi. Oui, il est face à Bruno Le Maire, mais toujours est-il qu'il est patron de l'UMP aujourd'hui. Toujours est-il qu'il est le patron de l'UMP aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais je ne dis pas la grande porte. Et il défendra les couleurs de son parti. Tel qu'il est parti, il était parti par la grande porte. Non, il ne défendra pas par la petite porte, pardon. Il y aura les primaires de l'UMP en 2016. Et ce qui est sûr, je suis sûr qu'il sera retenu pour défendre les couleurs de l'UMP. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport au sujet. Je dirais tout simplement que Nicolas Sarkozy a eu l'opportunité de prouver ce qu'il valait vraiment quand il était encore au pouvoir. Maintenant qu'il revient, on attend de voir ce qu'il sera capable. Est-ce qu'il ne vient pas spécialement pour régler ses comptes à François Hollande? On pense. Parce qu'en fait, on a l'impression il a des comptes à régler à François Hollande qui a fait partie du pouvoir. Mais quand on trouve que quels que soient les dessins cachés de Sarkozy ou de ces dessins qui sont évidents, c'est-à-dire qu'il va reconquérir l'Élysée, quel est le plus important? Le plus important, ce qu'en 2017, il y ait match. Tout ça veut dire que le match a été tué de façon relative. Donc ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y aura deux camps. C'est une vie, la vie politique française a été bipolaire. C'est-à-dire que d'un côté, on a tout le spectre de la gauche et de l'autre côté, on a tout le spectre de la droite. Et je crois donc que le retour de Sarkozy va obliger l'UMP et tous ses alliés à se mettre en ordre de marche. Il y a donc deux enjeux importants. Le premier enjeu est d'abord la ligne politique. Et le deuxième enjeu est de pouvoir trouver une équipe pour 2017. Et je pense que si ces deux enjeux sont remplis, tout sera possible pour la droite. C'est du projet politique, ligne politique, plus une équipe qui serait capable d'aller affronter la gauche. En tout cas, on n'en est pas encore là. Nous sommes en 2014, 2015 bientôt. 2017, c'est encore très loin. C'est ici que va s'arrêter la première partie de cette émission, le 77 News. Nous revenons juste derrière pour la suite. Deuxième partie du 77 News sur le plateau Samperonba, Michel Epé, Judith Koindo, Aziz Maïga nous a faussé compagnie, remplacé par Uriel Abaga qui viendra présenter naturellement le fait économique de cette semaine. Mais avant, l'Afrique du Sud a célébré vendredi le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela, rendant hommage aux héros de la lutte anti-apartheid, tout en pleurant son absence du pays, un pays en proie aux inégalités et aux troubles. C'est en tout cas le condensé du reportage réalisé par Judith Koindo que je vous propose. Les anciens compagnons de lutte de Madiba ont déposé des gerbes de fleurs au pied de sa statue à Pretoria et dans tout le pays. De façon concomitante, des habitants ont fait sonner des cloches, actionner des sirènes ou souffler dans les fameuses vuvuzelas pendant 3 minutes et 7 secondes, puis garder le silence pendant 3 minutes. Afin de marquer en 6 minutes 7 secondes les 67 années de Nelson Mandela au service de la cause publique. L'ancien président est mort il y a 1 an à l'âge de 95 ans. Ainsi, 20 ans après l'arrivée de l'ANC au pouvoir, qui promettait l'accès universel à l'éducation, à l'emploi et au logement, il ne reste plus grand-chose de l'optimisme contagieux, enflammant naguère la nation arc-en-ciel. Un quart de la population active au chômage, la société demeure profondément inégalitaire et la confiance dans le président Jacob Zuma, absent des cérémonies pour cause de voyage en Chine, est au plus bas. Pabalo Nalan, un étudiant de 23 ans rencontré parmi la foule rassemblée sur la place de Nelson Mandela à Johannesburg, a estimé que les dirigeants actuels ne luttent que pour leurs propres intérêts et que Mandela, lui, menait un autre combat. Plusieurs événements de commémoration ont eu lieu en Afrique du Sud en ce jour d'anniversaire de la mort de Mandela. Alors que ses funérailles avaient rallié tous les habitants du pays qui lui avaient rendu des hommages vibrants d'émotion, de tristesse et de joie, les cérémonies de commémoration cette année ont réuni beaucoup moins de gens que prévu. La ferveur est tombée, les Sud-Africains vivent leur deuil dans l'intimité. Des tonnes de messages et de photos ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être vous choquer, mais j'ai toujours pensé que Nelson Mandela méritait de mourir. Vous savez pourquoi?
C'est une déclaration forte. Oui, très forte, parce que moi je pense que Nelson Mandela n'avait pas ses semblables sur Terre. Il fallait qu'il retrouve ses semblables pays des morts. Les Luther King, les Mao, les Gandhi, voilà, les semblables de Nelson Mandela. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous envoie le pas en disant qu'il doit être dans le même quartier, dans l'au-delà. Je crois qu'ils sont dans le même quartier, effectivement. Et tous les soirs, ils doivent méditer sur la condition humaine. Et plus sérieusement, en fait, je dirais simplement que pour qu'une icône s'enracine dans l'absolu et soit immortalisée, je pense qu'elle doit quitter la scène. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé, comme on l'a vu l'année dernière. Sans période. Quand Nelson Mandela est mort, tout le monde a dit que c'était le dernier grand personnage du XXe siècle qui s'éteignait. Moi, je crois qu'il y en a encore quand même un ou deux. Il y a Mikhail Gorbatchev, que je considère comme un homme exceptionnel. Et ce qui est dommage dans cette histoire de Nelson Mandela, c'est ce que l'on a fait de son héritage. Quand on regarde l'Afrique du Sud aujourd'hui, elle est bien loin de celle dont il a rêvé pendant des décennies de combat. Ouais. Et il y a aussi Frédéric de Klerk. Frédéric de Klerk, ça fait deux. Uriel? Déjà, je vais sur la même lancée que mes trois aînés que vous êtes. Et je m'appuierai beaucoup plus sur ce que Samperon vient de dire, parce que quand on regarde l'état de l'Afrique du Sud en ce moment, c'est vraiment pas le rêve que Nelson Mandela aurait eu. Il a prôné pendant des années pour la paix, pour l'égalité, pour une Afrique du Sud. Pour la justice. Pour la justice en Afrique du Sud. Et on constate un peu amèrement, disons-le, les exactions, pas les exactions, la tournure autocratique que le pouvoir de Jacob Zuma prend depuis quelque temps, et qui a été marqué beaucoup plus par son absence lors des célébrations de ce premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. C'est vrai qu'il a déplacé en Chine pour des raisons, une visite officielle, pour des raisons politiques, pour des raisons d'ordre économique, mais c'est quand même la commémoration de l'anniversaire du décès de Nelson Mandela. C'est pas n'importe qui. Voilà. Son absence, c'est vraiment une très grande absence. Alors, j'ai peur, Judith, qu'on ait déjà répondu à la question que je vais vous poser. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Comment expliquer le succès de Nelson Mandela même après sa mort? Alors, si je me suis apaisée sur ce sujet, c'est en disparaissant il y a un an, Mandela, l'icône planétaire, a laissé un vide immense, non seulement dans son pays qui est l'Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Car l'homme incarnait des valeurs universelles comme le refus de l'oppression, de l'injustice et de l'intolérance. Il cristallisait aussi le courage, l'abnégation, la fraternité ainsi que la concorde entre les peuples. Dans un pays en proie doute et au but aux problèmes socio-économiques importants auxquels on peut ajouter les difficultés en matière de gouvernance du fait des carences du président Jacob Zuma, il n'est pas étonnant que le souvenir laissé par Madiba fasse office au recours de refuge. Afin de continuer à espérer à croire à un avenir meilleur, l'ombre tutélaire de Mandela peut-être, disons, continuer à planer sur l'Afrique du Sud, sur l'Afrique et même sur le monde entier, parce que j'ai suivi le discours de son épouse Graça Machel qui disait que l'héritage en fait de Nelson Mandela n'est pas un héritage qui est confiné dans sa seule famille, c'est un héritage qui devrait être partagé par l'Afrique du Sud, l'Afrique et le monde entier, en somme, un héritage universel. Un dernier mot, Carlo, de ce point de vue-là. Je vous raconter l'anecdote. L'année dernière, à cette même période, il y avait le sommet Afrique-France. Et j'ai eu le privilège et la possibilité, à cette période, j'étais à l'Élysée comme tous les journalistes qui couvraient cette cérémonie. Et c'est à 10h du matin que François Hollande a annoncé le décès de Mandela. Et nous avons tous eu l'impression que l'épicentre planétaire s'était déporté vers l'Élysée. Et que le monde a battu à l'unisson à ce moment précis. Et je crois qu'il y a la minute de silence qui s'en est suivi était planétaire. Donc c'est juste pour dire effectivement que le marqueur du XXe siècle aurait été Mandela, à qui, en termes simplement de justice, on associera Frédéric de Klerk, et que tout ce qui a été dit ce soir, je souscris à 100%. 67 ans de combat, 6 minutes de tapage, 6 minutes de silence, 3 minutes de silence, 3 minutes de tapage, c'est symbolique.
Oui, c'est symbolique parce que les 6 minutes et les 7 secondes qui suivent représentent les 67 ans de militantisme de Mandela. De Nelson Mandela. Oui. Et le monde entier continuera de pleurer Nelson Mandela, Uriel. Ouais. C'est de toute façon ce que je crois. Ah. Et vous comprenez, madame, monsieur, l'émotion sur ce plateau, parce que lorsqu'on parle de Nelson Mandela, il est absolument difficile de ne pas essuyer une petite larme. Michel Épée est sur ce plateau, il va nous faire la revue de la presse internationale, parce que depuis lundi, évidemment, plusieurs magazines sont sortis à l'international. Et Michel, qui est ici ce soir, nous fait l'écho de ces magazines. Alors, revue de la presse internationale de ce numéro inaugural de 117 minutes se fait l'écho des 6 périodiques que nous avons sélectionnés pour vous. Il s'agit des hebdomadaires parisiens Jeune Afrique, l'Express, Le Point et du mensuel américain Forum Afrique, ainsi que du quotidien Le Monde. S'agissant de Jeune Afrique daté du 30 novembre, 2 sujets ont retenu notre attention. Le premier est une enquête de François Soudan, intitulé Brazza n'est pas Ouagadougou. Dans son papier, notre confrère parisien affirme en substance qu'à 20 mois de la présidentielle au Congo, partisans et opposants et nouvelle constitution durcissent le ton. La révolte burkinabé, à l'esprit d'Elie Sassou Nguesso, observe et mûrit sa stratégie. Le deuxième sujet de la dernière livraison de notre confrère parisien relatif à la Tunisie. Dans cet article, Sami Gorba, notre confrère, affirme qu'avec 40% de suffrages au premier tour, Bélikaï et Sekpi, leader de Nida Tounes, reste le favori de la présidentielle. Soucieux de restaurer le prestige de l'État, il devra au préalable en découvrir avec Monseigneur Barzouki son exacte antithèse. Un duel symptomatique des antagonismes et des clivages qui traversent une société moins homogène qu'on veut bien le croire. Quant à l'hebdomadaire Le Point, cette semaine, il revient sur le nouveau sacre de Nicolas Sarkozy en tant que patron de l'UMP. Pour Laureline Dupont, l'auteur de l'article « Ça va chauffer » consacré à la future guerre des chefs pour la présidentielle de 2017 au sein de la formation gaulliste, en 2015 puis 2016, quelles que soient les ambitions de ces classiques, en l'occurrence Juppé, Sarkozy, Fillon, Le Maire, la droite a 2 bonnes longues années pour ne pas s'entretuer, sous peine, une fois de plus, de regarder passer le train élyséen. 2 longues années pour faire émerger des idées neuves et une ligne claire, avant de désigner, parmi la foultitude d'opposants, le candidat capable de l'emporter en 2017. Sur un autre registre, l'Express consacre sa couverture à la fièvre de la vengeance qui s'est emparée des Français et dont Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, est une figure emblématique. Longtemps, la vengeance s'est dégustée froide. Clovis l'aimait frappé. Hamlet la mijotait aux petits oignons, puis la réservait aux frères pour plus tard. Monte Cristo l'a laissé macérer des années dans le vinaigre. C'était le bon temps, celui des plats raffinés, largement et haineusement préparés. À l'heure du fast-food, les hommes et les femmes modernes n'ont plus de temps à perdre, écrit Olivier Lunel, l'auteur de cet article. Il poursuit, autant pour moi, en affirmant que Valérie Trierweiler, l'ex-First Lady, est la grande gagnante du Top Shot 2014 de la vengeance. Pour la déclinaison économique de ces revues de la presse internationale, nous faisons appel à nos confrères du quotidien parisien Le Monde, daté de ce week-end. Après Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total décédé le mois dernier, c'est au tour de Luc Ourcel, président d'Areva, un autre grand groupe industriel français et mastodonte mondial du nucléaire, de disparaître le 3 décembre dernier à l'âge de 55 ans des suites de maladie. Pour Jean-Michel Bézard, l'auteur de ce portrait du regretté président d'Areva, ce dernier est apparu pour la dernière fois en public le 14 octobre à la World Nuclear Exhibition. Ce polytechnicien et ingénieur des mines, président d'Areva, se battait pour sortir son entreprise des difficultés financières, mais aussi pour sa reconduction à son poste, afin de continuer son œuvre de redressement engagée en juin 2011. 6 jours plus tard, ce travailleur acharné et homme de talent annonça la stupéfaction générale qu'il devait suspendre ses activités pour mener un combat personnel contre la maladie cette fois, et c'est donc cette dernière qui l'aura emporté. Quant à Forbes Afrique, sous la plume de Patricia Coignard, la version continentale du mensuel d'origine américaine,
revient sur la nouvelle née de la chaîne Canal+, dénommée A+, consacrée à l'Afrique. Elle définit cette caisse de résonance comme une nouvelle offre exclusivement dédiée au programme du divertissement. L'enjeu étant d'insuffler un vent de modernité sur le continent, augmenter la qualité de production locale. Et bien sûr, le nombre d'abonnés, tout en permettant de refléter les identités et les spécificités du continent. Merci Michel Épée pour cette revue de la presse internationale que vous allez présenter à chaque fois, hebdomadairement, sur les antennes de Canal 7 et sur ce plateau de 77 News. Uriel Abaga est déjà sur ce plateau, vous l'avez déjà entendu. Lui nous parlera du fait économique de la semaine. La Côte d'Ivoire pourrait devenir en 2015 le premier transformateur mondial de cacao. L'Organisation internationale du café et du cacao, le grand pays d'Afrique de l'Ouest, affiche par ailleurs depuis quelques années des ambitions de détrôner la Hollande comme le leader de ce marché. C'est bien ce que nous a confirmé l'Organisation internationale de café et de cacao. Je vous propose de regarder ce document. Selon l'ICCO, l'Organisation internationale du café et du cacao, la Côte d'Ivoire deviendra en 2015 le premier transformateur mondial de cacao. Cette activité implique le broyage de l'or brun et la fabrication de beurre de cacao. Le secteur de la transformation des fèves est en constante progression dans ce pays depuis quelques années. Ainsi, 520 000 tonnes de cacao ont été transformées dans le pays d'Alassane Ouattara au cours de cette saison 2013-2014, soit juste 10 000 de moins que les Pays-Bas, leaders dans ce domaine. Il est à souligner que ce chiffre représente 30% de la production cacaoyère du pays. Les 8 entreprises ivoiriennes transformatrices de cacao, auxquelles s'est ajouté le groupe Olam, ont bénéficié de 750 millions de dollars, dont près de la moitié a été octroyé par Afreximbank. Le souhait de cette banque de financement est de consolider la production cacaoyère ivoirienne transformée sur place, mais aussi de contribuer à obtenir une plus grande partie de la valeur ajoutée. Le gouvernement de Yamoussoukro souhaite voir le pays s'enraciner davantage dans la transformation du cacao, tout en continuant à améliorer sa production. Un accord baptisé Plan Cacao visant à améliorer la productivité et la compétitivité a ainsi été signé le 17 novembre dernier par Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture, et Mauricio Alarcón, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire. Alors, Michel Épée, la Côte d'Ivoire en passe d'être leader mondial de la production de cacao. C'est du fait de Alassane Ouattara? Non, je pense que ce développement a été amorcé depuis Houphouët-Boigny, qui a jeté les bases industrielles de ce pays. Et paradoxalement, tout a été renforcé aussi en 89-90, quand Alassane Ouattara est arrivé et qu'il a structuré l'économie ivoirienne en lui permettant de passer le tournant libéral. Et c'est comme ça qu'il a donc jeté les bases du secteur privé. Et c'est le secteur privé a donc permis aux sociétés étrangères de s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'on a donc les leaders mondiaux comme Cargill, Barry Callebaut, qui ont contribué de façon immense à faire en sorte que ce secteur soit celui qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, comme le dit Michel, ces firmes internationales sont installées. Elles ont presque toutes construit une usine sur le sol ivoirien, le Suisse Barry Callebaut, comme vous venez de le dire, le français C'est Moi, l'américain Cargill. On peut aussi quand même mettre tout cela au compte de Laurent Gbagbo et de tous ses prédécesseurs, Samperon Ba. Oui, ce que l'on peut relever dans la situation de la Côte d'Ivoire, c'est que malgré les conflits, malgré les guerres qui ont secoué ce pays depuis une quinzaine d'années, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont toujours su protéger la filière café-cacao. Et vous savez que le boom cacaoyer en Côte d'Ivoire a eu lieu dans les années 50. Ça veut dire que depuis 60 ans, tous les gouvernements s'emploient à structurer donc, cette industrie. Et aujourd'hui, ce sont les résultats. Donc, on ne va pas dire que c'est le fait d'Alassane Ouattara, c'est le fait de tous les gouvernements qui sont passés là et qui ont tenu compte du fait que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pétrolier, n'est pas un pays gazier, même s'il peut avoir quelques puits à gauche, à droite. La Côte d'Ivoire sait qu'elle peut compter, du moins elle essaye de s'appuyer sur son agriculture, notamment sur son cacao. Alors, Uriel Abaga, comment vous est venue l'idée de choisir ce sujet? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont fondé votre choix? Déjà, je suis parti sur la base de la ligne éditoriale de médias pour lequel nous travaillons tous, de présenter notre visage de l'Afrique. Donc, un peu faire table rase, disons-le comme ça,
des conflits, de la famine, des maladies, de la mauvaise image que nous avons l'habitude de présenter de l'Afrique. Et donc de présenter une Afrique qui est dynamique, une Afrique qui est entreprenante, une Afrique qui peut tutoyer les leaders dans des domaines définis. Et là, nous parlons par exemple du café et du cacao. Alors, 1,741 million de tonnes de fèves. Près de 2 millions. Près de 2 millions. C'est dire que c'est beaucoup de travail qui est abattu par les industriels ivoiriens. Bon, déjà que près de 2 millions de tonnes de cacao produit, c'est impressionnant, les chiffres sont impressionnants, mais c'est pas aussi sorti de l'ordinaire. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire est le principal réservoir de cacao mondial. Donc, la seule chose qui a déploré, c'est les chiffres de la transformation. Parce que sur 2 millions de tonnes de cacao produites, la Côte d'Ivoire a juste pu transformer 520 000. C'est 30% de la production cacaoyère ivoirienne. Donc les chiffres sont encore très faibles. Infime, oui. Et l'objectif visé par le gouvernement et les investisseurs qui mettent leur argent dans ce secteur en Côte d'Ivoire, c'est atteindre la barre de 50%. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut, à juste titre, reprendre sa place de leader, de locomotive de l'économie ouest-africaine? Oui, je crois. C'est parce qu'ils sont dans un processus de restructuration du pays. Ils sont dans une période de transition qui pourra les mener à une plus grande stabilité. Et le secteur du cacao a été un peu perturbé par les violences, par la décennie de violence. Donc, s'ils arrivent à passer le cap de l'état actuel et arrivent à réussir leur période de transition, je crois qu'ils peuvent asseoir les bases d'une relance de l'économie et du secteur du cacao. Le fait politique nous amène au Kenya où les populations ont appris que la CPI renonçait aux poursuites judiciaires qui pesaient contre le président Uhuru Kenyatta. Le chef de l'État kenyan était accusé de crimes contre l'humanité après les violences post-électorales d'il y a 7 ans. Nous allons suivre le reportage de Marina Mendeman. Sampero Nba va faire le commentaire dessus. Accusé d'avoir joué un rôle important dans les sanglantes violentes post-électorales fin 2007 au Kenya, Uhuru Kenyatta vient d'être innocenté par la Cour pénale internationale. Faute de preuves et du fait du renoncement de plusieurs témoins, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé vendredi qu'elle renonçait à poursuivre le président. Avec un bel enthousiasme, le chef de l'État s'est exprimé devant les Kenyans tout en rappelant qu'il avait maintes fois clamé son innocence. Comme on dit, un de fait, deux qui restent. Je ne vous retiendrai pas trop. J'ai hâte de rentrer voir ma femme maintenant et lui dire ce qui s'est passé. Je suis enthousiasmé. Avec l'abandon des poursuites par la Cour pénale internationale, une frange importante de citoyens kenyans ont réagi dans les rues de Nairobi, soit pour exprimer leur mécontentement, soit leur euphorie. C'est une bonne nouvelle pour nous les Kenyans, car Kenyatta est notre président. Et quand cette affaire a éclaté, c'était basé sur une suspicion. Alors, si la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y a aucune charge contre lui, c'est une grande nouvelle. Je pense que la partie adverse doit avoir le sentiment que la justice n'a pas joué son rôle à 100%, mais la procureure a estimé qu'elle n'avait pas de preuves tangibles. Et comme nous respectons la justice et l'état de droit, vous voyez, c'est comme quand la Cour suprême a reconnu Kenyatta comme président, et c'est ce qu'il est. Si les plus hautes juridictions décrètent que nous ne pouvons pas aller plus loin, ce n'est que justice. Pour rappel, Uhuru Kenyatta est soupçonné d'avoir été l'un des instigateurs des violents heurts qui ont eu lieu au Kenya en 2007. Ces affrontements entre militants de partis rivaux avaient provoqué la mort de 1000 personnes et suscité l'exode de plus de 600 000 déplacés. Pour de nombreux observateurs, ces exactions sont considérées comme le plus grand massacre de l'histoire du Kenya. Sampero Nba, alors vous avez scruté le reportage de Marina Mendeman, vous avez également suivi tout au long de la semaine cette actualité, le président kenyan déchargé de toutes les accusations qui pesaient sur lui. Quelles sont les raisons qui expliquent la renonciation de ces charges par la Cour pénale internationale? La procureure générale, pour être dans le style, la mode actuelle, la procureure générale a indiqué qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves pour continuer donc les poursuites contre le président Uhuru Kenyatta. Quelles preuves? Il faut dire que la CPI avait demandé au gouvernement, ou du moins à l'État kenyan, de lui fournir un certain nombre d'éléments, notamment les extraits bancaires
de Uhuru Kenyatta et de son vice-président, la déclaration d'impôts, les relevés téléphoniques, les actes de transfert de propriété, autant d'éléments qui peuvent prouver, ou du moins permettre de fixer la culpabilité du président Uhuru Kenyatta. Et le gouvernement kenyan, malheureusement, n'a pas collaboré. Aujourd'hui, on peut effectivement relever que Uhuru Kenyatta s'est rendu à la CPI et est revenu libre. Mais au fond, il faut dire que s'il est sorti de là libre, c'est parce que finalement le gouvernement, l'État n'a pas remis à la CPI ces éléments qui étaient capables finalement de le clouer. Oui, Samperon, on peut bien comprendre hein, les relevés téléphoniques, mais les relevés bancaires, les déclarations d'impôts, je ne vois pas très bien à quoi ça pouvait servir pour peser lourd dans la balance où on accuse quelqu'un de crime contre l'humanité. Alors, par exemple, les relevés bancaires auraient permis de montrer que Uhuru Kenyatta, à partir de ses comptes bancaires, a payé payer des factures chez des livreurs, enfin des factures des livreurs d'armes, etc. Donc c'est assez d'éléments. C'est vrai que ça relève de la vie privée du président Kenyatta, mais lorsqu'on mène une enquête, lorsqu'un tribunal mène une enquête, il est susceptible de demander des éléments qui relèvent de la vie privée pour conforter ses arguments. Michel Épée. Écoutez, je voudrais faire deux remarques à propos de ce dossier. La première remarque est relative au fait que lorsque il s'est agi de créer la Cour pénale internationale, j'ai fait partie des gens qui ont plaidé des deux mains parce que j'estimais qu'il n'était pas normal que lorsqu'un homme politique exerçait un magistère pour le bien des populations et qu'il arrivait à se rendre coupable des actions comme les crimes contre l'humanité, qu'il en partait blanc comme neige. Et donc je faisais donc partie des gens qui ont admis le principe même de la CPI. Bon, naturellement, j'ai été interpellé comme tout le monde par ce qui a semblé être le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que selon qu'on soit puissant, misérable ou ami de l'Occident où on était accablé par ces cours. Blanc ou noir. Oui, et donc on a vu le cas du Soudanais Béchir qui a subi les fautes. Omar el-Béchir. Mais j'ai tout de même été frappé du fait qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a quand même accepté le principe de se décharger de son mandat de président pour aller témoigner et pour il a accepté de se rendre à La Haye. Et je pense que sur le principe, on peut déjà lui rendre hommage par ce fait. Bon, maintenant, par rapport aux arguments de Samperon, ils sont tout à fait recevables. Je veux dire qu'on ne peut pas être... Le président Uhuru Kenyatta a été jugé parti dans la mesure où il ne peut pas à la fois... Alors, est-ce que cette décision peut porter préjudice à l'image du procureur, de la procureure de la CPI? Oui, bien sûr, c'est un camouflet en fait. Les gens, de nombreux observateurs, de nombreux analystes lui avaient déconseillé de prendre ce chemin-là, donc de traduire en justice un président en exercice. Elle a voulu aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, il y a eu une plainte des populations, des victimes. Il faut rappeler que ces violences de 2007 ont fait 1000 morts et 600 000 déplacés. Ça va porter plainte donc à son image, ça va porter préjudice à son image, ça va porter préjudice à l'image de la CPI. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au fond, c'est vrai que finalement, on se rend compte que la CPI, c'est le tribunal des criminels africains, mais est-ce que vous pensez honnêtement que les Africains, les populations africaines victimes d'exactions ont d'autres tribunes pour se plaindre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rendez-vous compte que l'Union africaine aujourd'hui veut introduire dans ses statuts un président africain qu'il soit en exercice ou qu'il ne soit pas en exercice, ne puisse pas être poursuivi. Ce n'est pas normal. On sait qu'il y a des hommes d'État africains qui arrivent au pouvoir par les armes, qui arrivent au pouvoir en massacrant des populations entières. Et est-ce qu'il ne faut pas les juger? La CPI, finalement, c'est le dernier recours de ces populations africaines. Et laissez-moi vous dire que Uhuru Kenyatta n'est pas sorti de l'auberge, il a 53 ans, il ne restera pas au pouvoir jusqu'à 100 ans. Voilà. Et dans 10-15 ans,
un autre procureur, certainement Fatou Bensouda ne sera plus là, mais notre procureur de la CPI va certainement rebondir et ce sera peut-être l'occasion de rendre la justice à ces populations, aux familles de ces victimes des violences de 2007. Monsieur, votre point de vue là-dessus, Uriel? Déjà, moi, je n'ai pas envie de me pencher là-dessus. Juste envie de faire deux remarques que j'ai toujours faites sur la Cour pénale internationale. D'abord, cette impression qu'elle donne de ne s'intéresser qu'aux problèmes des Africains, alors qu'il y a des exactions dans plusieurs autres parties du monde. Et la deuxième impression qu'elle donne, c'est d'être une justice à deux vitesses, malheureusement. Parce que si on prend le cas de Uhuru Kenyatta et qu'on prend le cas de Laurent Gbagbo, par exemple, c'est la même chose. C'est deux camps qui se sont affrontés, deux camps qui ont voulu se maintenir au pouvoir. S'il y a eu des morts, ce n'est pas forcément un seul camp qui est responsable. Pourquoi ne pas inculper l'autre camp? C'est une justice qui donne l'impression vraiment d'être à deux vitesses. À deux vitesses. Willy? Oui, mais bon, je pense que au jour d'aujourd'hui, un président qui est en exercice ne peut pas comparaître devant un tribunal. Parce que seulement s'il y a condamnation, du coup, c'est le pays qui en pâtit. Donc, il serait préférable. Comment le pays en pâtit? Je ne suis pas d'accord parce que il va falloir repartir tout de suite. On connaît comment fonctionne en Afrique. On repart aux élections et souvent ces élections sont source de conflits et autres. Donc, il faut maintenir les criminels. Il faut maintenir des criminels au pouvoir. C'est mon avis. Moi, je pense bien. Oui, permettez-moi. Mais on laisse. Vous savez qu'aujourd'hui, certains chefs d'État africains se maintiennent au pouvoir pour échapper justement à des sanctions internationales ou à des poursuites judiciaires. Donc, aujourd'hui, on peut penser que le fait que Uhuru Kenyatta soit sorti de la CPI en guillemets vivant et qu'il n'ait pas été retenu à la CPI, ça peut encourager à mener d'autres chefs d'État à soit accepter justement d'aller comparaître à la CPI, tout en refusant de livrer un certain nombre d'éléments qui les condamneraient, mais ça peut aussi amener un certain nombre de chefs d'État africains à s'accrocher au pouvoir en se disant « faut pas que j'aille à la CPI », c'est ce que l'on ne veut pas. C'est vrai, comme dit Uriel Abaga, qu'effectivement, c'est comme une justice à deux vitesses, que les Africains sont les seuls à comparaître dans ce tribunal, mais c'est vrai aussi que les Africains sont les seuls pratiquement au monde à ne pas avoir une tribune ou un tribunal où ils peuvent déposer plainte et avoir justice. Mais pour un président qui a été démocratiquement élu, je pense que... oui, démocratiquement élu, après avoir tué 1000 personnes. Encore qu'il faut nuancer, quand vous dites que c'est pour un président qui a été démocratiquement élu. On ne peut pas épuiser ce débat. Nous allons directement dans le fait sportif de la semaine et justement, Willy Tonangoy, le 3 décembre dernier, a eu lieu à Malabo le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Orange Guinée équatoriale 2015. Si le Gabon et la Guinée équatoriale, co-organisateurs de l'édition 2012, se retrouvent dans la même poule, les grosses écuries, quant à elles, n'ont pas été épargnées par le sort, à commencer par l'Algérie, le Ghana et l'Afrique du Sud dans le groupe C, puis la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali dans le groupe D. Nous suivons ce reportage de Mamadounian. Willy Tonangoy viendra décrypter. Malabo, la capitale équato-guinéenne, a abrité mercredi le tirage au sort de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pays organisateur, la Guinée équatoriale partage le groupe A avec le Congo-Brazzaville, le Gabon, quart de finaliste de la CAN 2012, et le Burkina Faso, finaliste de la CAN 2013. Champion d'Afrique en 2012, la Zambie compose le groupe B avec la République démocratique du Congo, qui retrouve la compétition après 8 années d'absence, le Cap-Vert, quart de finaliste 2013, et la Tunisie, vainqueur en 2004. Désigné poule de la mort, le groupe C basé à Mongomo mettra aux prises le Ghana, mondialiste 2014, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie, 8e de finaliste du mondial Brésil 2014. Le groupe D verra s'affronter à Malabo la Côte d'Ivoire, finaliste en 2012, le Cameroun qui retrouve la CAN après 2 éditions d'absence, la Guinée et le Mali pour un derby ouest-africain de feu. Petit pays de 28 000 km², 720 000 habitants environ, la Guinée équatoriale située entre le Gabon et le Cameroun sera le théâtre d'une des plus grandes compétitions de football mondial. Du 17 janvier au 8 février prochain, les caméras du monde entier seront braquées sur la Guinée équatoriale, prête à relever le défi.
Willy Tonangoy, c'est bien la République du Congo qui retrouve la compétition après plusieurs années et non la République démocratique du Congo. Donc c'est le Congo-Brazzaville, s'il faut le dire, qui retrouve la compétition après 14 ans d'absence, et non la République démocratique du Congo, qui était lors de la phase finale de 2013. De 2013. Alors, nous avons 4 groupes. Quelles sont les équipes qui sont susceptibles de constituer le dernier carré d'as qui sortirait de ces 4 groupes, Willy? Bon, parler de carré d'as serait un peu trop prématuré parce que là, on est directement en demi-finale. Mais en ce qui concerne la sortie des groupes, de ces équipes dans les différents groupes, dans le groupe A déjà, on a la Guinée équatoriale, le Gabon, le Burkina Faso et le Congo. On voit tout de suite le Gabon sortir de ce groupe dans le premier tour, lors du premier tour, et le Burkina Faso, vu que le Gabon a terminé premier lors des éliminatoires, et ensuite le Burkina Faso qui est vice-champion d'Afrique. Dans le groupe B, il y a la Zambie, le Cap-Vert, la Tunisie et la République démocratique du Congo, justement. Et là, du coup, nous voyons le Cap-Vert et la Tunisie, d'autant plus que le Cap-Vert a fait une très très belle Coupe d'Afrique lors de l'édition 2013, mais aussi la Tunisie qui est en embuscade. Donc la République démocratique du Congo et la Zambie vont jouer les troubles fêtes, selon bien sûr le service des sports de Canal 7. Alors dans le groupe C, qu'on qualifie bien évidemment de groupe de la mort, comme on le dit en Guinée équatoriale, et le groupe de la muerte, il y a le Ghana et l'Algérie qui peuvent sortir de ce groupe, d'autant plus que l'Algérie a fait une très belle Coupe du Monde, on a vu, qui est quand même allé jusqu'au 2e tour de cette Coupe du Monde, battu in extremis par le champion du monde en titre, l'Allemagne. Il y a le Ghana qui va tenter de redorer son blason qu'il a perdu depuis belle lurette, mais même si le Sénégal également est en embuscade, mais on voit bien tout de suite que le Ghana et l'Algérie pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce groupe C. Dans le groupe D, il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais aussi le Mali et la Guinée. Le Cameroun va tenter, c'est vrai, de retrouver ses lettres de noblesse après sa mauvaise Coupe du Monde, on va le dire. Et également la Côte d'Ivoire avec les Wilfried Bony qui vont remplacer les Drogba sur le plan offensif. Et la seule force de cette équipe ivoirienne, c'est la puissance de feu qu'elle possède sur le plan offensif. Et que derrière, même si Yaya Touré plane comme un dernier vestige de cette équipe que les contrefacteurs ont qualifié de doré, mais qui en réalité était en or plaqué, va essayer de faire quelque chose de positif pour, bien évidemment, gagner enfin une Coupe d'Afrique pour que cette équipe, parce qu'on l'a vu, elle n'a jamais rien gagné du tout, malgré les grands footballeurs, malgré les joueurs de talent, elle n'a jamais rien fait. Donc la Côte d'Ivoire va partir également favorite dans ce groupe et va certainement sortir de ce groupe parce que c'est une équipe qui démarre difficilement. Ce sont des moteurs diesel. Ouais. Et finalement, quand il y a le démarrage, il est difficile souvent de les arrêter. Mais souvent, s'écroulent lors des grands rendez-vous comme la finale. Oui, Tonanga, vous êtes fait prêt pour participer à la couverture médiatique de cette grande compétition de football pour le compte de Canal 7? Mais tout à fait, monsieur. Les équipes sont déjà déployées? Oui, pour l'instant, tout est, on va dire, fin prêt. Au niveau des accréditations, tout est en train d'avancer tranquillement. Et je pense que tous les téléspectateurs de Canal 7 seront bien sûrs. Nous espérons que nous aurons des échos de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 Guinée équatoriale. Messieurs, je voudrais que vous disiez un mot, vous politique, vous économique, sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Guinée équatoriale. Du point de vue politique, est-ce que ça redore le blason du président équato-guinéen? Écoutez, je crois que c'est une plateforme inespérée pour le gouvernement de Malabo, parce qu'effectivement, le pays n'est connu ces dernières années que par les turpitudes, à la fois des rejetons de M. Teodoro Obiang-Nguema, et aussi par la main de fer avec laquelle il a souvent muselé l'opposition. Bon, cela dit, je crois que je fais partie des gens qui savent séparer les choses. J'espère que ce sera une plateforme sportive de très très haut niveau et que ce sera une belle fête de la fraternité. Et je veux quand même, à titre exceptionnel, tirer le chapeau à la Guinée équatoriale, parce que prendre le flambeau à quelques semaines de l'organisation de l'événement africain le plus important, il faut le faire. Ça voudrait donc dire, Sambironba, que du point de vue économique, la Guinée équatoriale est assise et que cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle souhaitait de tous ses voeux, qui lui tombe comme ça, comme une manne tombée du ciel, pourrait encore une fois, du point de vue touristique, du point de vue de sa stature et sa posture internationale, redorer l'économie équato-guinéenne? En acceptant d'organiser comme ça en un mois et demi la plus grande compétition africaine, la plus grande compétition sportive du continent, la Guinée équatoriale montre que
elle en a plein les caisses quand même. C'est évident parce que la CAN impose d'avoir un trésor de guerre assez important. Et effectivement, l'on sait que ce genre de rencontre, il y a toujours autour de ça de l'émulation, il y a toujours beaucoup d'intérêt de la part des opérateurs économiques. L'hôtellerie, le tourisme, le transport, voilà autant de secteurs qui vont être certainement redynamisés grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Le livre de la semaine qui porte sur le Qatar, je vous disais que je ne savais pas de quoi ce livre porterait, sur quoi ce livre porterait, pardon. Il porte donc sur le Qatar parce que Roland Djakou se trouve désormais sur ce plateau. Le Qatar dont l'intérêt a donné lieu à la publication d'un nombre important d'ouvrages, d'articles et de reportages dans les médias. L'attention portée à ce micro-État paraît disproportionné par rapport à sa population, 200 000 Qataris de souche, ou par rapport à sa taille, 11 586 km². La lecture des ouvrages récemment publiés, souvent critiques, permet de mieux comprendre les raisons de cet engouement, comme ce livre de Christian Chénaud et Georges Malbruno intitulé « Qatar, les secrets du coffre-fort » publié en 2013 aux éditions J'ai lu, justement lu pour nous par Roland Djakou. Roland, bonsoir. Bonsoir Carlo. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Qatar, le coffre-fort Qatar, le coffre-fort, les secrets du coffre-fort. Les secrets du coffre-fort. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai d'ailleurs pris le soin de feuilleter, 317 pages. Vraiment intéressant pour des personnes qui aimeraient bien savoir c'est quoi les stratégies du Qatar ou encore les moyens de financement, le système économique du Qatar, comme on l'a dit d'ailleurs dans ce lancement que vous avez eu à faire, un micro-État. D'ailleurs, les propos de Christian Chénaud et Georges Malbruno, qui sont les auteurs de ce livre, sont différents de ceux qu'on a lus. Grand spécialiste des pays du Golfe. Hein. Exactement. Voilà, donc sont différents de ceux qu'on a lus dans d'autres ouvrages comme Confluence Méditerranée Qatar jusqu'où, ou encore l'énigme du Qatar, le Qatar d'aujourd'hui. Alors, ils sont d'identifier la façon dont le MIRA fonctionne effectivement, ceux qui détiennent le pouvoir, les enjeux prioritaires, les motivations qui expliquent un activisme tout azimut, les moyens divers et parfois contestables utilisés par le trio magique, notamment le Premier ministre Cheikh Hamad Ben Jassem, Cheikh Hamouza et le prince héritier Tamim qui conseille et met en œuvre la politique du peuple éclairé, du despote, autant pour moi, éclairé qui naît l'anticonformiste l'émir Hamad. Le Qatar, je ne sais pas, je ne saurais rien dire. C'est un pays qui, on va le dire, vient de très loin, mais qui aujourd'hui se retrouve au firmament de l'échiquier international où on voit, c'est un pays respecté, c'est un pays qui fait énormément de choses, d'abord pour son peuple, mais également pour d'autres peuples sur la planète. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce pays? C'est vrai que ce livre, tout le monde ne l'a pas lu, mais il me semble assez parlant, notamment le titre. Écoutez, Carlo Torrigue, j'ai pris le soin de lire ce livre depuis 2 ans. Et je fais partie de ceux qui s'intéressent par essence à tout ce qu'on appelle puissance moyenne. Et cette façon de dire qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir l'arme nucléaire, d'avoir 2 millions de soldats et d'avoir que des bazookas. Qu'avec l'éducation, avec de l'intelligence et avec simplement de la subtilité, on peut rivaliser avec des grandes puissances. Et je pense que le 14 juillet en fait la démonstration. Le soft power. Du fameux soft power. Sans faire de bas. Dans lequel je me reconnais naturellement. Non, mais le Qatar étonne de par sa capacité aujourd'hui à tirer sur lui l'attention du monde entier. Le Qatar a beaucoup d'argent. Le Qatar, quand on a beaucoup d'argent, dans le système économique mondial actuel, quand on a beaucoup d'argent, on est forcément, comment dire, on s'intéresse forcément à nous. Donc, le Qatar aujourd'hui, c'est vraiment l'une des curiosités économiques mondiales. C'est 11 000 km², c'est très peu, c'est plus petit que l'Estuaire. Au Gabon, je pense, la province de l'Estuaire, c'est à peine 2 millions d'habitants, si je ne m'abuse, pour une affaire de 30 ou 40 millions de barils de pétrole par an. C'est énorme. Et le Qatar, finalement, contrairement à ce que
a la chance que d'autres pays africains ont eu. Il y a des pays africains où... Surtout ceux du Golfe de Guinée. Là. Voilà, ils ont eu beaucoup d'argent, mais n'ont rien fait pour leur peuple. Comme le Gabon, le Congo-Brazzaville. Le Qatar a pris la responsabilité, ou du moins, comment dire, la famille qui règne a pris la responsabilité de dire oui, on va gagner un peu d'argent, mais sur le plan démocratique, messieurs, est-ce qu'on peut quand même effleurer la question de la démocratie au Qatar? Est-ce que les codes démocratiques sont scrupuleusement respectés dans ce pays? Carlo Tomingue, je pense que il n'y a pas de débat sur cette question. C'est-à-dire qu'on soit qatari ou camerounais ou équato-guinéen, quand on viole les droits de l'homme, pour moi, il n'y a pas de poids de mesure. Exactement. Donc, il n'y a pas de parlement élu là-bas. Le président n'a pas été élu démocratiquement. Mais pour autant, peut-on effectivement leur jeter définitivement la pierre, étant entendu que aujourd'hui, on voit bien ce que la famille qui dirige le Qatar aujourd'hui essaie de faire pour les populations. C'est la partie qui est beaucoup plus intéressante au niveau du Qatar, parce que au moins avec leur bombe pétrolier et surtout leur secteur du gaz, ils essaient de développer et ils distribuent la richesse à la population. Ils ne s'accaparent pas cette richesse, même si démocratiquement parlant, il y a encore des ambiguïtés, mais toujours est-il que c'est les responsables de cet État essayent de mettre la population néanmoins sur un point, sur un piédestal, parce qu'aujourd'hui au Qatar, que tu sois employé ou pas, tu vis décemment, tu as une vie qui est vraiment décente. Grâce à quoi? Grâce au pétrole et au gaz que produit le pays. Est-ce que Laurent Jacou serait prêt à prendre la nationalité qatari? Je vois l'enthousiasme. Oh non. Attention Roland Jacou. Qatar, les secrets du coffre-fort, c'est un livre écrit par Christian Chesneau et Georges Mal-Bruno, sorti aux éditions J'ai lu en 2013. C'est un livre à lire absolument. Vous découvrirez effectivement les secrets de ce coffre-fort que l'on appelle le Qatar. C'est également la fin de ce premier numéro de 77 News. Merci à toute l'équipe, une quarantaine de personnes mobilisées derrière moi ce soir pour réaliser cette émission, ce premier numéro. Merci à Michel Épée, Samperonba, Willy Tonangoy, Roland Jacou, Aziz Maïga, mais aussi cette charmante dame Judith Koindo qui a fait le pari de rester avec nous sur ce plateau ce soir, mais également Uriel Abaga. Merci à vous également. Merci d'être restés nombreux devant votre petit écran. À la semaine prochaine.